Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour, prenez place. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous connaissez le thème de ce débat, c'est changer la vie pour changer le monde. Et j'accueille à mes côtés Jean-Marc Borrello, qui est le président d'SES, et puis Antonio Meleto, qui vient des Philippines. Please, have a seat. Voilà, je vais vous les présenter en quelques mots. Vous connaissez la règle du jeu de ces débats. Il y a des étudiants qui sont dans la salle, qui vont poser des questions, et puis vous interviendrez également. Et j'aurai un rôle important, évidemment, de modérateur. Voilà, que vos questions et vos réflexions soient courtes, que tout le monde puisse en profiter. Nous sommes pendant, je crois, 1h30 ensemble. Could you, for the translation? No, not like that. Down. Thank you. Alors, je vais vous présenter mes intervenants. Antonio Meleto, qui, comme je vous le disais, vient des Philippines. Il a été cadre chez Procter & Gamble. You were executive by Procter & Gamble, I speak English so that you can fix that. Trying to figure out. Yeah, I will help you. Ok. Vous avez la... Ça marche là?
C'est le canal 3. Oui, mais comme j'ai pas mes lunettes, moi, Jean-Marc, vous allez m'aider. Je vais enlever ma veste. So, you created an NGO, which is called. Could you give me some word about what you have done in Philippines? It's called Gawad Kalinga, which means to give care. And we build sustainable communities for the poorest of the poor, especially develop slums to help slums to be upgraded. Transform slums to become beautiful and peaceful communities. Districts. And we go to the calamity areas, to the areas of war and conflict, and to build communities for the war victims. So we built 2,000 communities for about 1 million people in the last 10 years. And how does it work? Through solidarity. What is your secret? Because I know you have a very good experience in that matter, and you had an updated idea of what to do. Through leverage, through partnership, through collaboration, through solidarity. Yes, so I create shared value. I talk to the landowners to donate land. But because when they donate land, we trigger economic development, we bring peace, we remove the ugly shanties, and the rest of their land goes up in value. I talk to corporations that if they help me end poverty, bring people out of poverty, it makes good business sense because it enhances buying power and expands their market base. So after 10 years, I work with over 500 major corporations. I know that you used to say that poverty is not a lack of resources, but a lack of caring and sharing. Yes. Could you explain that? We have the richest, the most fertile land in the Philippines, in Southeast Asia. We have very rich natural resources, and also almost 100 million consumer base. But it's a lack of sharing because only a few families own the land. Only a few families control the wealth. The most educated from the top universities control all the wealth and power and make all the decisions, but they are disconnected from the majority of our people who are poor. So it's a failure of social justice. It's a failure of solidarity. What are you looking for? Nothing. Nothing. Thank you. Sorry. Have a look to the public. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Jean-Marc Borrello. Alors, on le fait en français là. Hein. Et de toute façon, il y a des traducteurs à la fois en anglais et en français. Oui. Vous aussi, vous avez eu un peu le même parcours parce que je crois que vous avez été un entrepreneur, vous avez été cadre supérieur dans un certain nombre de sociétés. Vous avez eu une vie professionnelle avant ce que vous avez construit, bâti depuis quelques années. Vous pourriez nous raconter un peu votre parcours et puis ce que fait SES aujourd'hui dans le domaine de l'entrepreneuriat social? En quelques mots, pour vous présenter, plutôt que je ne le fasse moi, ce sera beaucoup mieux que ce soit vous. En quelques mots, mon premier métier, c'est d'avoir été éducateur, donc de 77 à 81. Mon deuxième métier, c'est d'avoir été conseiller ou chef de cabinet de ministre, au pluriel. Entre-temps, vous avez été dirigeante d'une discothèque. Après, vous sautez les lignes. Après. Non, pas du tout. Je fais dans l'ordre. De 81 à 87, j'étais toujours fonctionnaire et donc j'ai conseillé quelques ministres. En 87, j'ai quitté la fonction publique, j'ai pris la présidence d'un groupe de loisirs, alors parmi lesquels il y a des discothèques, c'est toujours ce qui fonctionne le mieux, mais j'ai été président du Doyen sur les Champs-Élysées, du Palace, mais un certain nombre d'entre vous n'étaient pas nés, et de quelques autres discothèques. Et en parallèle à ça, pour éviter que vous ne pensiez que j'ai 104 ans, en parallèle à ça, j'avais créé, il y a donc aujourd'hui 28 ans, le SOS. Donc SOS aujourd'hui, pour aller vite, c'est une organisation de l'économie sociale et solidaire qui a 10 000 salariés. Donc effectivement, nous étions 2, nous sommes 10 000. Il s'agit de salariés, hein, donc il s'agit très clairement de gestion d'établissement. On intervient dans 5 grands domaines pour être bref. La santé, on gère des hôpitaux et des dispositifs de soins parfaitement classiques.
On gère le deuxième secteur, c'est la dépendance, donc des maisons de retraite, des établissements pour personnes âgées dépendantes. Le troisième secteur, c'est la jeunesse, avec des crèches, des maisons d'enfants à caractère social, des structures qui accueillent des enfants confiés par les juges pour enfants au titre de la protection judiciaire, et puis quelques autres dispositifs en France. Un dispositif solidarité, dans lequel nous avons aussi bien l'accueil des personnes SDF. On héberge tous les soirs entre 2500 et 3000 personnes SDF sur Paris. Et puis on a toute une série de dispositifs autour de la solidarité avec des structures spécialisées pour des personnes handicapées, etc. Et le dernier, c'est l'emploi. Donc nous gérons des entreprises d'insertion, entre autres. Donc là, un certain nombre d'entreprises très différentes, du restaurant au traiteur, en passant par des magasins de commerce équitable, de la presse, etc. Donc l'ensemble de ce machin, ça fait 10 000 salariés, ça rend des services à 1 million de personnes par an. Je parle de la France. Donc nous, sur le territoire national, plus Mayotte, Réunion et Guyane, nous gérons ce type de dispositif et on intervient dans une trentaine de pays au titre de la solidarité internationale, donc développement économique, santé, formation, etc., etc. Donc ça, c'est le dispositif aujourd'hui du groupe SOS. La particularité, c'est que sur l'ensemble de ces lieux, tout le monde y a accès, quel que soit son niveau de revenu, ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, ni à l'hôpital, ni à la crèche, ni dans les maisons de retraite. Donc la particularité du dispositif, c'est que c'est un dispositif qui se veut être un dispositif d'excellence, mais ouvert à tous. C'est-à-dire que l'argent n'est jamais un sujet pour ceux qui ont affaire à nos institutions. Deuxième particularité de cette entreprise, il n'y a pas d'actionnaire, elle n'appartient à personne. Et donc la holding est une association, pour aller vite, donc un dispositif associatif qui s'est un peu professionnalisé. Et du point de vue économique, l'écart des salaires a été, bien avant que ce soit à la mode, limité de 1 à 10 sur l'ensemble des 10 000 salariés du groupe SOS par décision de notre conseil d'administration. Voilà, c'est ça un peu le groupe SOS. Et il a 28 ans cette année. Très bien, merci. Alors, il y a des étudiants qui vont poser des questions. Je leur propose d'ouvrir le feu. Où sont-ils d'ailleurs? Ils ne sont pas loin, non? On va leur... Ah, les voilà, ils sont juste devant. Pour être sûr que je ne les oublie pas. Alors, on va vous passer un micro, si vous voulez bien. Vous vous présentez en 2 mots. Bonjour, Kamel Aknouch, président de l'association étudiante humanitaire Aide Mondiale ISC. J'ai une question qui s'adresse à ISC Paris. Du commerce. C'est ça. Vous étiez pour une conférence l'année dernière. Ouais. Si mes sonores sont bons. Alors, j'ai une question qui s'adresse à Antonio Melotto. Vous êtes devenu le parrain de l'association Aide Mondiale ISC. Doucement, doucement, parce que vous savez qu'il y a une traduction. Donc, j'y vais doucement. On se calme, je suis on pressé d'avoir ma réponse, c'est pour ça. Pourriez-vous nous expliquer ce qui caractérise votre relation avec Aide Mondiale ISC Paris? C'est une question technique, hein, mais bon, on va y aller. Allez. Well, Aide Mondiale is a growing organization coming from ISC that I met recently, and they want to become social innovators and social entrepreneurs. This is the mood of young people in France. That's why I have been coming to France about 4 or 5 times a year to also learn from their desire to do good, the greater good to society, but at the same time to also create opportunities for them in other parts of the world, particularly Asia and Africa. And it's not only for them to help people, but in helping people, they get help themselves. So I'm interested in Aide Mondiale because they are young people with a good vision and the right heart. They asked me to be a godfather to the organization, and I want now to open also opportunities for them to help the poor in Asia, which is more than half of the world's market, but at the same time, as we bring people out of poverty in Asia, create opportunities also for the French to bring their technology, to bring their business, to open the Asian market to the next generation of French graduates. So I want to create shared value. It's not just the French helping poor people in emerging economies, but also the emerging economies to become a land of opportunity
for the graduates of French universities. Très bien. D'autres questions? Non, vous n'avez pas d'autres questions? Il n'y a que des élèves de l'ISC là devant, hein, c'est ça? Je suis surveillé de près. Donc, mademoiselle, peut-être? Non, vous aviez prévu d'autres questions avant qu'on donne la parole à la salle? Ouais, Jean-Marc Borrello aussi, il y a des questions aussi pour Jean-Marc. Bonjour, je m'appelle Nakia, je suis membre de l'association Aide Mondiale. Aide Mondiale, donc, qui était cette ONG qui a été créée au sein de cet établissement universitaire, voilà. École privée de commerce. Hein, c'est ça. Hein. Alors moi, j'ai une question pour vous, Monsieur Borrello. L'aide publique ne représente que 5% de vos revenus. De quelle façon arrivez-vous à financer vos nouveaux projets? Vos nombreux projets, pardon. Alors, ce que vous appelez l'aide publique, ce sont les subventions publiques. Ce n'est pas très original pour notre univers. L'ère des subventions publiques est un peu révolue. Heureusement, un certain nombre de ce que l'on appelle aujourd'hui les entrepreneurs sociaux l'avaient vu venir. Donc l'entrepreneuriat social, c'est l'idée de mettre en place un modèle économique au service de l'intérêt général. Alors si on prend un exemple simple, il y a dans ce pays 3 sortes d'hôpitaux, des hôpitaux publics, des hôpitaux privés non lucratifs et des hôpitaux privés lucratifs avec quelques grands groupes avec lesquels nous sommes, nous, très clairement en concurrence. Donc le public, je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde sait ce que c'est. La différence entre le privé lucratif et nous, ce n'est pas dans le type d'établissement. On gère très exactement le même type d'établissement, c'est-à-dire des hôpitaux spécialisés et puis d'autres, des hôpitaux généraux avec des services d'urgence, enfin tous les services qu'on peut attendre dans un hôpital classique. La différence, c'est que n'ayant pas d'actionnaires, nous n'avons pas à servir de dividendes, ce qui est un premier sujet. Nous facturons tous de la même manière, c'est-à-dire le public, le privé lucratif et nous facturons à l'assurance maladie les prestations qui sont fournies par l'hôpital et le tarif est aujourd'hui à peu près le même et il dépend de la nature de l'intervention et pas de la structure juridique de celui qui gère l'hôpital. La différence, c'est que quand on n'a pas à faire de résultats, on peut utiliser la totalité des revenus pour améliorer la situation des patients, améliorer la situation des salariés. Alors évidemment, on doit aussi prévoir, développer, innover, et donc faire de la recherche et développement. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, c'est l'idée que ça participe de l'économie, ce n'est pas une autre économie. Alors on sait que l'économie sociale et solidaire dans ce pays, depuis que nous avons un ministre dédié, est un peu plus connue. Mais pour vous en dire 2 mots, ça représente 2 millions de salariés dans ce pays. L'ensemble du CAC 40, c'est 1,6 million. Donc pour vous donner une idée de ce que c'est, donc économie sociale, c'est mutuelle, assurance, coopérative et fondation. C'est 2 millions de salariés dans ce pays, c'est à peu près 10% du produit intérieur brut. Et c'est plus un système, comme ça a pu l'être, qui est simplement subventionné. C'est-à-dire que les 3/4 des associations ou les 9/10 des associations de ce pays passent des contrats avec les communes, les départements, les régions et l'État, qui prévoit la fourniture d'une prestation en échange d'un paiement. Ce paiement est d'ailleurs aujourd'hui très largement ouvert au privé lucratif, c'est-à-dire que ce qui n'existait pas il y a 30 ans, c'est que les crèches peuvent aujourd'hui être privées lucratives, c'est que les maisons de retraite sont très largement privées lucratives, les hôpitaux le sont aussi. Donc aujourd'hui, c'est une alternative dans le mode de gestion, mais ça participe de l'économie. Et puis, ce qu'on fait, c'est très concrètement, si on prend l'hôpital parisien d'SOS, ça veut dire qu'il n'y a pas de tarif au-delà du plafond de la sécurité sociale, qu'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de consultation privée dans l'hôpital, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent peuvent y accéder de la même manière. Donc on essaie de faire en sorte que ce système, qui n'est pas un système à part, mais un système qui est dans la société, soit un système qui ne rejette personne. Donc c'est ça l'objectif. Pour le reste, c'est une entreprise avec 10 000 salariés, avec la nécessité d'avoir des résultats. Simplement, ces résultats ne sont pas distribués. Ils restent dans l'entreprise et les objectifs ne sont pas les mêmes. Je vais dire que la boussole d'un entrepreneur social, elle a des impératifs économiques, des impératifs sociaux et évidemment des impératifs écologiques. C'est si on prend en compte ces 3 dispositifs qu'on a un entrepreneur social.
Antonio Melito, do you share the same aim, the same philosophy in running your NGO? How do you get the finance? How do you get the money to run it? Is it private money or public? Well, finance? it is a philanthropy to begin with. So in the first 10 years, we focused on creating shared value. I wanted to build an NGO, humanitarian organization that did not have a funding mentality. So the first thing we did was, if we believe in our cause, we should get money from our own pocket, from our own relatives, from our own friends. And when you create proof of concept, then that's when people come. I came from a corporate background as an economist, and also marketing in a multinational company. So I realized that I needed to create a brand of trust, because we wanted to end poverty in our country that government in the past was not able to do because of corruption, and because politics in our country before the present president was all about winning elections and staying in power. It was lack of leadership. And so as a private citizen, I did not want to give to my children and grandchildren a legacy of corruption and poverty. And so doing humanitarian work should be an investment, and it should not just be an expense. And it should not be dependent always on just charity. So I did not go around doing, writing appeals for funds. So when we built the first village, and with the help of the poor themselves who provided the labor, and we were able to get our own relatives and friends, and we got the schools to help out. We built the first community, and we brought peace, and we were able to provide strong community values, and then we started doing it in 10 cities through a multi-sectoral cooperation. And so after 10 cities, and we brought peace to the community because that was the immediate impact. Particularly in our situation, where most humanitarian work is done with women. And most social entrepreneurship enterprises focus on women because the men are the problem. So social microfinance is about women, micro-enterprise is about women, but our criminals are men. Our rebels are men. The most corrupt people in society were men. The wife beaters were men. So if men were the problem, they should also be part of the solution. So when I started building homes, the men came. When I started building schools, the men came. But for them to receive a house, they have to undergo values formation for 27 sessions. They have to learn about honesty, about hard work. But they also had to put in labor equity since they didn't have money. So they started to learn the value of work. And when they receive a house that was decent, that had toilet, that had water, and that a community that became a good environment for the children, the men started to be motivated to work. So you change the value, you change the mentality of people. And you have to have a big idea that works with proof of concept and for the big corporations to come in. So when I was able to get Procter & Gamble to come in with 100 homes, then after we built it, we named it the Procter & Gamble Village, and it was in the papers. After that, Unilever wanted their own village. After Unilever, Colgate wanted their village. Nestle wanted their village. Air France has their village. Lafarge has their village. So now I realized that, we can actually transform an entire country through partnership. But you have to have a brand that is trusted. And you have to show that rich and poor can work together, that it is to the benefit of the rich to help poor people out of poverty, because there will be less crime in the urban areas and less rebels in the countryside. But you have to involve young people because the future belongs to them. And they're less polluted, they're less corrupted. And so when we got the student, here I get a lot of volunteers from France. IESC this year, I think we had more than 30. And we had also about over 30 from ESCP. I love working with the French people. I don't know. Because they understand social justice. They understand compassion and solidarity.
So, but also at the same time, they see that when they serve in our communities, not only are they there to experience poverty, they're there to see what is being done about poverty, because young people want to be part of the solution. And also, they realize that it will be a safer world for them if we end poverty in a country in Asia. It affects the region. So we want to do it in Indonesia. We have started it in Indonesia, and we're doing it in Cambodia. We're doing it in Papua New Guinea. So we'll be bringing it to Colombia. But it's the young people who will bring it all over the world, because we have to build a safer and a kinder planet for them. Thank you. D'autres questions, peut-être que... Voilà, je vous rappelle le thème du débat, hein, c'est changer de vie pour changer le monde. Donc voilà, il faut que ce soit des questions pas trop techniques et des questions qui sont sur ce qui vient d'être dit par les uns et les autres. D'accord, donc moi je m'appelle Mandy. Pas trop technique, hein, parce que sinon je supprime la question. D'accord, ce ne sera pas technique. Oui, donc je m'appelle Mandimbe, responsable du pôle communication externe de l'association Aide mondiale IAC. Donc ma question s'adresse à M. Antonio Melotto. Donc comment voyez-vous la suite pour Gawat Kalinga? Et comptez-vous mener à bien d'autres projets ou continuer à faire grandir Gawat Kalinga? The future belongs to the young. So I'm no longer running Gawat Kalinga. I'm the chairman of the board. I'm the founder. I'm the chairman of the board. But there's already a 40-year-old guy, Luis, who is running the organization. I'm not part of the operation because I get bored when it becomes an institution. So I'm now working with younger people who are in their 20s. 40 is too old for me. And so young people who are coming from business schools, management schools, because I'm now building the economic platform. You cannot sustain development through philanthropy, charity, and dole-out. And so we are now starting our social entrepreneurship so that we can now bring the brightest people from our country and abroad to start social businesses that will go for optimum profit, not just for maximum profit, and profit with and business and establish business with a heart and a bigger conscience. And that, to me, is the mood of the times, because I'm amazed at the energy of young people now. I've been attending Convergence. I've been attending so many conferences in Europe. And it's the young people. We have an overflow crowd here today, simply because they are interested that the next generation will be better than what it is. And so, to me, I work with the poor because they are, when you raise people from the bottom up, you bring everything up. And when you work with the poor, since it's a numbers game, major corporations want to work with you because that's their consumer. And when you help bring them out of poverty with their help, then it also expands the economic base. But I like to work with young people because when you talk about innovation, they are the ones who are more creative, who are more innovative, who are more inventive. People like my age, I just want to be comfortable with the old system. But it's young people who always question things that no longer work. And I get that energy. My entire team, I'm the only old person. And 40 is old for me already. So most of my team now are in their 20s. These guys saw what I'm talking about because they were there. And after 10 years, you'll be too old for me. So you'll have, because I'm into the second phase of Gawat Kalinga. The first phase of social justice, we have shown that we can get land for the landless, home for the homeless, and we now have land for over 1 million families, and more will be donating their land. But the second phase now is, again, building excellence for nation building. And this is for us now to do countryside development, harness more than 12 million hectares of unproductive land. Here in France, you have no more land to develop because you're overdeveloped. But I'm giving you land in the Philippines so that you can plant more chocolate trees because you're addicted to chocolate, but you don't grow a single chocolate tree. But now, because we have this platform for partnership, we welcome people from France to go to the Asian market, but see the Philippines now as the hub, as the center for social entrepreneurs. And we will give you access to land. We will give you access to market. And it is going to be the most peaceful place for you, and we have the most beautiful beaches.
Oui, il faut dire qu'il y a 7000 îles, je crois, aux Philippines. Sophie Boisseau-du-Rocher, je crois que vous êtes chercheur à Sciences Po. Vous connaissez bien l'Asie, notamment les Philippines. Ce serait bien que vous nous disiez quelques mots peut-être sur ce pays. Oui, ben c'est tout le talent de Tony, c'est d'avoir réussi à créer une dynamique d'ensemble dans un pays qui est fragmenté. Tu viens de le dire, 7000 îles, un pays qui est fragmenté non seulement sur le plan géographique, mais également sur le plan linguistique, sur le plan ethnique, et qui est très cloisonné sur le plan social. Alors moi, je voudrais quand même donner deux chiffres pour vous dire tout le défi auquel Tony s'est confronté. Le premier chiffre, c'est quand même aujourd'hui plus de 30% de la population aux Philippines vit sous le seuil de pauvreté, et que ces 30% sont appelés à grossir, puisque vous savez que les Philippines ont un des taux de croissance démographique parmi les plus le seuil de pauvreté, c'est quoi? C'est $3 par jour? 2 dollars. 2 dollars par jour. Oui. Un des plus élevés au monde, 1,9% de la croissance de la population. Donc, ce qui veut dire que d'ici 2050, on peut s'attendre à environ 150 millions de Philippins pour 100 millions aujourd'hui. C'est un vrai défi, c'est une vraie ponction. Donc, il y a vraiment encore du travail à faire. Avec une ville comme Manille, où il y a 12 millions d'habitants, je crois, qui ne cesse de croître. Et 50% de la population à Manille vit dans les bidonvilles. Donc aujourd'hui, on a plus d'1 million de sans-abri. Oui, et donc aujourd'hui, on a des familles qui sont installées depuis plusieurs générations dans le même bidonville. Là aussi, il y a quand même un état de délabrement général dont il faut bien avoir conscience. Un autre point qui m'intéresse, c'est que les Philippines sont une société qu'on pourrait qualifier de féodale. Près de 5% de la population détient environ 75% des richesses aux Philippines. Ces 5% sont évidemment très bien implantés à la fois dans les affaires économiques, mais également dans les circuits politiques, et donc bloquent les réformes quand leurs intérêts sont en jeu. Alors, Tony, le défi, c'est pas tellement c'est vraiment de convaincre non seulement les leaders aujourd'hui, mais la jeune génération précisément de leaders. Alors, comment est-ce que vous allez réussir à convaincre les jeunes riches philippins de passer d'une logique de captation à une logique de redistribution? Parce que c'est cette génération-là qu'il faut convaincre. Thank you. That was a very good question, a long one. So it will demand also a long answer. It took France a long time since they tried to implement social justice by cutting off the heads of people who control the land. So the Philippines was in a similar situation. That probably happened 300 or 400 years ago. And look at, after that, France has grown to become one of the most beautiful and one of the most prosperous countries in the world. In our case, we were in the convent with Spain for 300 years and 50 years with America in Hollywood. So we are the most confused people in the planet. And so all this time, we've only been free for the last 70 years. So that's not a long time. It took a lot of countries in Europe. But you also had the Holocaust just 70 years ago. So what I'm simply saying is that after the Second World War, we had one corrupt leader after another because we didn't know our politics, we didn't understand democracy. And it is only now, in the last 2 years, that we had an honest leader. And he's the first leader in Asia to impeach the Chief Justice of the Supreme Court for corruption. So from being the land of the corrupt, we are now becoming known as the land of the honest. We want to get there because now we are, if you check Bloomberg and the Financial Times of London, we are now the country that is attracting a lot of investment, the fastest growing economy in Southeast Asia. When I was in Toronto in June, the ambassador to the Philippines said that we are the most undervalued economy in Southeast Asia. Now we have the most stable currency. We have also the most stable stock market. And now we have so much land, that we want to develop. And many of our people, 5 years ago, when I was a speaker in graduation, 70% of our young graduates would say they want to leave the country. Recently, when I've been going to the different universities, they now only 70% now want to stay in the country. So that shows a lot of hope. So while there is depression in Europe, there is hope in the Philippines.
And that's why I welcome a lot of young people, because some of the problems of Europe, the answers might not be in Europe. It could be in the emerging economies of Asia. And the Philippines would be a good playing field for a lot of young people here who might find the situation very competitive and very difficult. I went to Barcelona, and they had 25% unemployment, and 47% of the young graduates cannot get a job immediately within the first year. So I'm simply saying that we have our problems, but now we are awake. We have hit rock bottom, but we don't want to stay down there. There's no place to go but up. But we are now inviting a lot of young French people who want to see now, because Asia is more than 50% of the world's market. And the best place to go to now is the Philippines. We speak English. And we have beautiful women. And we have very rich natural resources. And we love the French. Now, on a personal note, on a personal note, my grandchildren, 4 of my grandchildren are Capuchinos from Europe. My son-in-law is from England. So I want Asia to be home to Europeans, as I want Europe to be home to Asians. And I want Gawad Kalinga to be a bridge between Europe and the Philippines. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de ces réflexions qui nous concernent aussi, nous, la responsabilité des élites, est-ce qu'on peut faire des affaires et du social et de l'humanitaire? C'est vrai qu'en France, on est un peu hémiplégique, c'est-à-dire qu'on fait soit marcher l'économie, on fait des affaires, et il faut que ce soit brutal parce que la règle c'est le profit au bout du compte. Et puis de l'autre côté, il y a l'humanitaire, il y a la générosité, il y a les grandes associations qui se sont développées aujourd'hui, et qui donnent parfois bonne conscience à l'opinion et aux hommes politiques. En dehors de l'envie, comme nous tous, de rejoindre immédiatement les Philippines, compte tenu de la manière dont elles nous sont décrites, l'idée c'est qu'il y a aussi quelques bidonvilles en Île-de-France. Il y a une situation européenne qui est complexe, et le sujet est quand même de construire un modèle économique qui soit différent de celui qu'on vient de vivre pendant 40 ans. Avec des règles différentes. Avec des règles différentes, c'est-à-dire un système qui soit inclusif plutôt qu'excluant. C'est-à-dire que, évidemment, le modèle économique est au cœur de la création de richesse. La question est comment répartit-on cette richesse? C'est-à-dire que dans l'ensemble des pays dits développés, on affronte des crises. J'étais à Barcelone il y a peu de temps, mais à Athènes la semaine dernière, et puis aux États-Unis peu de temps avant. La nouvelle pauvreté, c'est dans les rues, dans toutes ces villes du monde, une partie de la population qui n'a plus accès à l'emploi, qui n'a plus accès aux soins, qui n'a plus accès au logement, et donc un lien social qui est totalement distendu. L'idée, c'est bien de reconstruire un système qui soit bâti différemment. Nous venons d'une époque où il y avait un système productif, des grandes entreprises qui faisaient des résultats, et puis un État qui vivait certes au-dessus de ses moyens, mais qui avait quelques moyens, et on redistribuait une partie des richesses créées, une toute petite partie en fonction des époques et des gouvernements en place, à ceux qui en avaient plus besoin. Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément dans une situation extrêmement brillante. L'État et les pouvoirs publics sont impécunieux. Le vrai sujet, c'est est-on capable de créer des modèles économiques qui soient performants, c'est-à-dire qui puissent créer de la richesse ici et ailleurs, et doit-on se poser la question de comment répartit-on cette richesse? Donc, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas faire vivre une partie de la population. Enfin, dans certaines villes des États-Unis, il y avait des ghettos de pauvres. Aujourd'hui, il y a des ghettos de riches qui s'enferment sur des îles avec des ponts-levis, parce que des îlots de richesse au milieu d'un océan de pauvreté, ce n'est pas extrêmement confortable. Et donc, le sentiment, c'est que recréer le lien social, c'est permettre à tous d'accéder à ce minimum qu'est l'emploi, le logement, la santé et l'éducation, évidemment, pour les enfants. Les relations avec les grandes entreprises, en tout cas pour le groupe SOS, sont plutôt d'excellente qualité. Dans cet amphi, juste avant nous, le groupe Renault est venu présenter un accord avec une des structures du groupe SOS.
Nous avons signé des accords avec le groupe Danone. Nous nous développons avec des grandes entreprises, en général, sur leur cœur business. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas de charité, il s'agit de développer ensemble. Avec Renault, on travaille sur la mobilité, donc évidemment c'est un sujet majeur pour Renault. Avec Danone, on crée des produits, on travaille sur la création de produits de nutrition spécifiques pour les personnes âgées, particulièrement celles qui sont dans les établissements pour personnes âgées dépendantes. Donc de véritables accords avec de grandes entreprises, avec des sujets cœur business, parce que j'ai le sentiment que si les entreprises n'ont pas d'intérêt, au pire sens du terme, à travailler avec nous, ça s'arrêtera un jour. Soit que le président était sympathique et on s'est rencontrés, ça ne tient pas. Ça peut durer un temps, parce que le président a envie de donner un supplément d'âme à l'entreprise, soit c'est une opération marketing pure et l'entreprise veut donner une image d'elle qui convienne à ses clients. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les entreprises, un certain nombre d'entreprises, sont parfaitement conscientes de la nécessité de leur impact sociétal. Et on ne peut plus aujourd'hui fabriquer des chaussures de sport dans une usine en Chine où travaillent des enfants, parce que tôt ou tard, un gosse d'une université quelconque va se balader avec un téléphone portable et que les photos de la fameuse marque de sport vont faire le tour du monde et que la marque de sport va se casser la gueule parce que les clients ne sont plus prêts à ce qu'on sacrifie, à ce qu'on fasse travailler des enfants ou à ce qu'on sacrifie des parties du monde simplement pour des profits immédiats. Donc ça, c'est un vrai sujet. En fait, vous avez choisi la stratégie qui consiste à infiltrer finalement le monde économique, les grandes entreprises, en tentant de changer les mentalités, en essayant de les convaincre de changer de paradigme. Très clairement, beaucoup plus que de s'opposer ou de très leur taper clairement, sur les on doigts. travaille avec les grandes entreprises comme vous sur des modèles business qui sont des modèles intelligents qui permettent très clairement d'atteindre pour les grandes entreprises le fameux bas de la pyramide, hein, le BOP, et c'est extrêmement important pour elles. Ce qui change aujourd'hui dans ce pays, et je partage parfaitement votre enthousiasme pour les jeunes générations, c'est que de toutes les écoles de commerce, quelles qu'elles soient, sortent des étudiants. Elles ont toutes créé une chaire social business. HEC, c'est très à la mode. SCP, Sciences Po et les autres ont toutes des enseignements sur l'économie sociale et solidaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces enseignements sont... C'est un département à part pour l'instant. C'est pas intégré aux études générales. Alors, pour le moment, c'est un département à part. Obligatoire. Le ministre s'est engagé à ce que l'ensemble des étudiants, y compris à l'université, entendent parler d'économie sociale et solidaire quand ils entendront parler d'économie, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un système à part, c'est un système économique comme les autres. Quand on fait 10% du produit intérieur brut, il me semble qu'il y a une logique économique à ce dispositif. Et ça, effectivement, nous accueillons dans nos structures diverses et variées des jeunes collaborateurs qui de plus en plus sont issus de grandes écoles, c'est-à-dire qui sont largement mieux formés que ce que nous l'avons été. Et je pense aussi que c'est à eux de définir ce qui feront de l'entreprise et du groupe SOS dans quelques années. Nous avons mis beaucoup de temps pour construire ces machins. Je pense qu'ils vont faire mieux et plus vite. C'est un sujet majeur qui me laisse à penser, quand je vois les entrepreneurs sociaux qui travaillent sur des projets ici ou là, que le modèle économique est en train d'évoluer. Parce que quand des grandes entreprises se battent pour recruter je vais dire gosses, pardon à tous et à toutes, mais je suis un vieil éducateur, donc les gosses qui sortent d'HEC, les grandes entreprises se battent pour les embaucher très cher, et ils viennent travailler chez nous pour 30 ou 40% de moins, et nous n'avons aucune difficulté de recrutement, ils viennent et ils restent dans nos entreprises parce qu'ils ont envie que leur emploi ait du sens. Ils ont envie de changer effectivement le monde, parce que c'est pas, si on a changé de boulot, c'est parce qu'on avait envie d'autre chose. Hein. C'est pas forcément pour changer le monde, en tout cas pour moi. Le pari, ce serait que les grandes entreprises leur offrent ça aussi. Alors le pari aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises, y compris les services RH, sont en train de se dire, si on met pas en avant le sens qu'on donne à l'entreprise, nous n'aurons plus de collaborateurs de qualité. C'est-à-dire que ceux qu'on a connus, on a connu les grandes entreprises qui se souciaient de leurs clients. Et à l'époque, l'impact social, c'était un peu du marketing. Puis l'obligation d'un rapport RSE est venue rajouter à ce dispositif. Ensuite, les salariés ont demandé, moi il y a 15 ou 20 ans, Claude Bébéard me disait, il y a un certain nombre de collaborateurs qui restent chez AXA parce qu'ils sont militants de la fondation AXA à tout cœur. Donc ce n'est pas pour l'entreprise, c'est parce qu'ils sont militants
de la fondation d'entreprise. Et donc, un certain nombre de grands patrons l'ont vécu. C'était évidemment Ribou, c'était Bébéar, etc. Mais l'idée que l'entreprise ait du sens est un sujet absolument majeur pour les grandes entreprises. Et pour finir en une seconde, aujourd'hui, un certain nombre d'investisseurs n'investissent que dans des entreprises qui ont des attitudes convenables. On a commencé par les fonds qui excluaient les armes, l'alcool, le tabac, etc. Puis l'investissement socialement responsable, on a commencé à comptabiliser quelles étaient les externalités positives, et y compris des actionnaires, y compris des fonds de pension, refusent d'investir dans des entreprises dont le rapport RSE n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, l'impact investing représente plusieurs milliards de dollars de marché de l'investissement aux États-Unis. Et je pense que ce mouvement de prise de conscience des citoyens, électeurs, salariés, épargnants fera que les politiques, banquiers, entrepreneurs changeront d'attitude. Donc la solution, elle n'est pas à la tribune, elle est évidemment dans la salle, parce que c'est vous qui décidez de soutenir et de construire tel ou tel type de société. Des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. On va vous apporter au monsieur rapidement. Encore un étudiant. Oui, non, mais il faut donner la parole aussi aux autres, hein, mais rapidement. À condition d'être dans le sujet. Hein. Je reste dans le sujet. Alors, c'était une question pour... si vous voulez bien vous présenter. Excusez-moi. Donc, Guillaume Cambard, vice-président communication au sein de l'Association Aide Mondiale, pour changer. Donc, une question pour M. Jean-Marc Borrello. Comment passe-t-on d'éducateur et de patron de boîte de nuit à dirigeant d'un groupe d'envergure comme le groupe SOS? Ça, il y a un peu répondu tout à l'heure, mais enfin, quelques mots. Dirigeant de boîte de nuit, ça me poursuivra, mais fonctionnaire, éducateur à conseiller ministériel, ça dépend, la majorité a changé. En 81, il s'est passé un truc. En 87, elle a rechangé, j'ai démissionné, donc je ne vous fais pas un dessin. Comment on fait? Mon intérêt était l'intérêt général, c'est pour ça que je suis devenu fonctionnaire. J'ai cru que ça fonctionnerait, j'ai adoré cette période-là. L'efficacité de la fonction publique m'a paru un peu faible, et j'ai donc démissionné parce que l'entreprise me paraissait un lieu de création de richesse et un lieu d'efficacité plus grand. Et pour aller vite, le groupe SOS aujourd'hui, c'est la poursuite de l'intérêt général avec les moyens d'une entreprise, les moyens et l'efficacité d'une entreprise privée. Donc tout ça me paraît parfaitement logique. And how did you shift from being a corporate executive in a big company to today, to what you are today? Creator I of had to remove an that NGO. I was getting How did you shift from how did you shift from being a corporate executive to what you are today? Did you decide it one day, one morning? I followed the usual course that most people have. I went to the best business school, took up economics. I went to a big multinational and became an entrepreneur, married the right girl, and I had a degree, she had pedigree, and we were good for each other. So, but at the age of 35, I realized that money was not going to make me happy, and money was not going to make the world safer for my children. I was starting to have my children. With poverty deepening in our country, with people becoming more corrupt, I realized that I should stop complaining and I should start something. The first phase of my response was to go spiritual, so I became a missionary for 10 years. But I came to realize later on that while I was speaking about heaven in the afterlife, I allowed God's people to live in hell in this life. So I decided to go to places that were like hell. So I went to the slums and worked with gang leaders for 7 years with over 2,000 of them. And I went to the rebel areas because my goal was to make the world safer for my children and my grandchildren. So I go to dangerous areas to make them safer. But most people are scared, are afraid, including those who have the brightest minds and the best education. And I guess I realized that I had to overcome my own fear. But I was doing it for my children.
And I also realized that even if they could live abroad, but they will still live without honor because they will still be coming from a third world country. And so I realized that I had no choice. So anyway, I realized that it's not only government that has the solution, it's not only big business that has the money, but an ordinary citizen can make a big difference. And so when I was offered to become a minister, I decided not to accept, simply because I felt that I valued freedom more than power. Because the most powerful people in my country, they were not able to change my country. But now I work because I did not desire power. I have the respect of the most powerful people in my country, including my president and my vice president. Because I did not desire money for myself, I gained the trust of the wealthiest people, including big corporations. So again, everything is about vision. I just articulated a vision that through solidarity, we can end poverty in our country in 21 years, from 2003 to 2024. And I guess because there was no leadership, a lot of ordinary citizens also wanted to just also do something. So we were able to now build a platform. So from corporate, I used my corporate experience to create a brand because I was in marketing. I used my economic education to create an economic system. So after establishing a platform for philanthropy with 2,000 communities, getting land, getting homes, getting water systems, getting schools, I'm now moving towards scale and sustainability through social business. And that's why I value the presence of a lot of young interns from the business schools, from the engineering schools, management schools of France. And are there people coming from, young people coming from the upper class in your NGO? Yes, together with me are people who quit their jobs in Citibank. I have people who are, I work mostly with the rich people because the education, the wealth is concentrated among the rich. And I cannot transform the lives of the poor by going directly to them. I have to have access to land. I have to have access to capital. I have to have access to power. And it is the students in the top schools in my country who are the children of those who control business and government. And because we were able to work with them, we were able to influence their parents and the corporations that they headed. So I work with the daughter of the chairman of Shell, and Shell has been helping us since 2005. I work with so when you go to the rich university, like here in Paris, I go to ESSEC, HEC, ESCP, ISC. These are the children of your top executives, and also the people who make a big contribution to this country. On a pas mal de questions. Je crois qu'on avait la main à droite. Voilà, madame, je crois que vous avez demandé la parole et puis on va faire comme ça, hein, si vous voulez bien. Mademoiselle ou madame, ou bon, bah écoutez, madame, puisque vous avez le micro. Je vous rendrai le micro après. Oui, je vous en prie. Eliane Rouillet-Chevalier, je suis administrateur de société. On voit bien, vous venez de le dire, que l'entreprise est de plus en plus le vecteur pour évidemment mettre en place des politiques RSE. Elle a les moyens financiers, elle a les réseaux, elle a les ressources. Je voudrais demander aux intervenants comment ils comptent convaincre davantage les chefs d'entreprise à se lancer dans des politiques RSE. On n'a jamais autant parlé de RSE dans tous les forums en ce moment, et on voit que ça avance à une vitesse d'escargot malgré tout. Et souvent parce que c'est le chef d'entreprise qui bloque quelque part. Donc comment le convaincre? Et comment le convaincre également qu'on peut faire du profit avec une politique de responsabilité sociétale, qu'il n'y a pas de mauvais jugement, que si on fait du bien pour la société et qu'on fait aussi du bien pour l'entreprise, ça peut bien marcher. Oui, excellente question, mais peut-être sur un thème qui reste un peu large et je voudrais qu'on y réponde de manière concrète courte, et rapide. En réussissant à les convaincre que c'est l'intérêt de leur entreprise. On n'arrivera à rien si on dépend de la bonne volonté d'un président à un moment donné. L'important, c'est de démontrer à une entreprise que son impact sociétal est un impact intéressant pour ses clients, pour ses usagers. Deux grandes entreprises qui livrent de l'eau dans des grandes villes et qui ont clients des collectivités territoriales, celle qui est capable en même temps de faire de l'insertion sociale et de traiter de manière convenable l'environnement, elle emportera le marché. Donc l'idée, c'est qu'une grande entreprise doit trouver son intérêt dans la collaboration avec les entrepreneurs sociaux. Sinon, ça n'est pas pérenne, ça passera comme une mode. Donc vraiment,
avoir des cœurs business avec la grande entreprise pour qu'elle comprenne qu'elle y a intérêt. C'est valable pour toutes les grandes entreprises avec lesquelles on travaille. That's a good question. I deal with over 500 CEOs. They're not only heads of corporations that are accountable to their stakeholders, but they're also human beings who are responsible for this planet. And more, they're starting to see the mood of the times, when more and more of the young generation of consumers are demanding more ethical products, products that are good for the environment, products that have greater social impact. And so in a market-driven economy, the world is starting to really grow a big conscience because of global warming, because of all these diseases and all these threats to peace. So we realize too that heads of corporations now are also fathers and grandfathers, grandmothers of the descendants that will inherit this earth. So it's the young people who will actually now define the kind of world that they want. And it's the universities that have to respond, because I had a difficulty that the top university in my country, which was a state university, did not even have a course on social entrepreneurship. But then again, they're going to graduate business people who are not sensitive to how the mood of the consumer market is moving. So anyway, we are also raising young people working with business schools now, because they will be the next CEOs of the next generation. And so I just want to honor France, because you're now raising a lot of really good citizens that will be more responsible for this planet. And that's why I want them to be a partner with Asia, because in Asia, only few countries understand social innovation and social entrepreneurship. We are not as developed and as advanced as Europe, that has seen also all the problems with development that you are trying to address. But in the Philippines, our problem, a very basic, very fundamental problem of poverty, extreme poverty, problem of hunger, and those things. But they also, these problems create opportunities. Like I said, now we have 70% of our land, 12 million hectares, is undeveloped. And that's why it creates also opportunities for our young graduates now, and even for the people in Europe to come to Asia to work with us, and to be a partner with us. But this is the thing. We talk only of social entrepreneurship, social innovation, not in terms of philanthropy. But now young people want to talk about social entrepreneurship in terms of going for-profit businesses that have a bigger conscience. And we did that because from Gawad Kalinga, which is a nonprofit organization, we got our young people to put up a new business called Human Nature that has now become the #1 brand in 4 years' time in the Philippines in natural and organic skincare, personal care products. And now it has 40,000 dealers. It's giving wages that are double the minimum wage. It's paying farmers 30% higher than market prices. So now these young people, when they create wealth, they will use wealth to create more good in the world. So that's where the world is going, and that's where it should go. I like your optimism. But we are in La Sorbonne. 40 years ago, there are young people starting a sort of revolution here. And 20 years after, they became brutal and cynical entrepreneurs, some of them. Well, cynics, the thing here, I am a radical optimist. I don't like to be with cynics because they poison the air and they make bad company. And they make ugly corpses, no? And so I want to imbibe the positivism of the young. You know, they don't carry much excess baggage. But what I see in the hearts of people from France that I work with is a lot of uncertainty. And so they have to come to the Philippines and imbibe some of our optimism. Qui a le micro? C'est qui a le micro? Pardon. Faites circuler le micro. Madame, pardon, je ne vous oublie pas hein, la prochaine fois. Voilà. Demandez le micro pendant qu'on répond aux questions. Voilà. Merci. I will ask the question in English. It's to both of you. My name is Anne Papoulis. I'm a choreographer. And when I think about changing your life or changing the world, I think about it in terms of culture. And I'm interested in the role that culture plays in the work that both of you do. Question. To me, culture, arts, they are the highest expression of development. And culture to me is the spirit of my people. And to me, I want now a culture that
that will allow us to define who we are. Because other countries have always defined us. Other countries have always an image about us. And our people who have left the country try to justify their leaving the country by saying bad things about us. And so now I want the world to see that what a beautiful and amazing people we are. And that can be contained in our dance, in our music. And so we're now also now creating, putting into our cultural DNA, that we can be a country of wealth creators at home and not job seekers abroad. That we can be a country of producers at home and not just consumers. That we can be a country of people who now, who do not behave as if God made a mistake when He made us Filipinos. We want now the whole world to see that we are a gift to our country and to the rest of the world. Jean-Marc, vous n'échapperez pas à cette question. Si on s'adresse aux plus jeunes, puisque c'était l'objet, j'ai l'impression que l'idée, c'est pas tellement de changer, mais plutôt de résister aux vérités toutes faites qu'on va essayer de vous asséner, particulièrement dans les écoles de commerce, sur la manière dont le monde doit être organisé, sur la manière dont le monde doit fonctionner. Je crois qu'on peut à la fois résister et être entrepreneur, c'est-à-dire que la culture entrepreneuriale n'est pas très éloignée de ce que la plupart de ces jeunes gens ont envie de faire lorsqu'ils arrivent dans leur dispositif. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on leur assène, donc nous essayons les uns et les autres de leur asséner nos vérités à nous, mais j'ai l'impression que la culture dominante dans l'ensemble de ces dispositifs, c'est de leur présenter un modèle. D'abord, il s'agit d'écoles qui forment des entrepreneurs, elles forment tous sauf des entrepreneurs, elles forment des cadres supérieurs de grands groupes. Et cette envie d'entreprendre, de résister, de choisir des valeurs qui leur sont propres et qui ne sont pas les valeurs que la culture du moment leur impose, c'est ce qui leur permettra de créer des dispositifs différents. Moi, je pense que la création d'entreprise, c'est quelque chose qui part de l'indignation, pas forcément philosophique ou politique, mais simplement d'un certain nombre de dysfonctionnements qu'on aperçoit tous les jours dans la rue. C'est l'envie de créer quelque chose de différent qui fonctionne mieux, pas forcément sur les mêmes valeurs. Moi, je n'ai pas l'impression je n'aurais pas l'impression d'être un pigeon quand je quitterai cette entreprise que j'ai créée, même si elle fait 1 milliard de chiffre d'affaires, elle ne m'appartient pas. Je ne l'ai pas créée pour qu'elle m'appartienne. Je l'ai créée pour que d'autres continuent à la faire fonctionner. Et je crois qu'il y a un impact, il y a une espèce de réalité culturelle qu'on assène aux jeunes gens dans les meilleures écoles qui soient, que le chemin tracé, c'est de devenir cadre d'une grande entreprise, un pavillon de banlieue ouest, un 4x4 hybride pour ceux qui sont les plus conscientisés. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est effectivement tout à fait différent que l'idée de posséder, de s'enrichir, etc., etc. Donc, préserver, sans doute en étant moins dans la culture ambiante, ce qui fait votre singularité, votre richesse et votre énorme avantage sur nous, c'est-à-dire votre jeunesse. Bon, moi j'ai fait une photo pour Twitter, donc je vous demanderai de signer des décharges droit à l'image tout à l'heure. Alors, madame. Donc ce que vous dites, je ne sais pas si ça marche, oui. Ça embraye très bien sur ma question. Justement, quand on a suivi le chemin qui nous était annoncé depuis qu'on était jeune et que tout d'un coup, on se rend compte que c'est quelque chose d'autre qui nous intéresse, dans ce cas-là, il faut changer de vie, comme le dit le thème de la conférence. Et est-ce que vous avez eu l'impression à un moment, justement, de faire un travail sur vous-même pour changer de vie? Et quels conseils vous pourriez donner aux personnes qui, justement, ont trouvé quelque chose qui les intéresse et qui voudraient à leur tour changer de vie pour leur faciliter la vie? Il faut prendre un coach, un psy et un directeur de conscience. Non, mais je ne sais pas, répondez. Non, mais je crois qu'il faut avoir envie, quoi. Il ne faut pas couper les cheveux en quatre, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut se lancer. C'est comme un saut en parachute. J'ai pas de vraie réponse à ça, sinon que je suis incapable de faire quelque chose que je n'aimerais plus.
J'ai aimé passionnément être éducateur, j'ai aimé passionnément être fonctionnaire, j'ai adoré être patron d'entreprise privée lucrative, et puis un moment vient où on a envie de passer à autre chose, et si possible, changer le monde, mais changer en mieux, puisque changer le monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on essaie de le changer, c'est effectivement en mieux. Donc il ne s'agit pas de rupture, il s'agit d'un chemin personnel où on apprend, et puis on dépasse, et on a envie de cet intérêt général, mais on a envie de l'efficacité de l'entreprise, et puis on a envie, quand on a été très hexagonal, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis moi, depuis une demi-heure, je suis très tenté par les Philippines. Je vais absolument vous rejoindre aux Philippines pour faire quelque chose. Plus j'en entends parler, plus j'ai envie d'aller avec l'équipe de devant. Là. Je crois qu'on va organiser un truc aux Philippines rapidement pour vous rejoindre. Yes, you're welcome. We have known so much suffering, and that's why we've also now appreciate joy. And lately, we have been known as one of the happiest people in the planet. You know, the thing here is when you have been down, anything is plus. And so, you know, with the problems that we have, and I'm sure that you have your own set of problems, I realized that I could not change the world around me. I had to change myself first. And that I should just stop complaining and being cynical because, you know, then I become part of the problem. But if I change myself and try to make sure that I do not cheat on my wife so that I can build an honest society, because people in my country, you know, cannot be honest politicians because they cheat on their wife. So you have to be honest first. You have to be hardworking first. You have to live with honor first. And you have to respect people. You have to be caring. You have to share. So it begins with you. So the problem is not with my government. The problem is not with corrupt politicians. The problem is not with the greedy businessman. The problem is not with the rich landowner. The problem is me. So I realized when I followed that path, you know, then I became a happy person. And when you're happy, a lot of people want to work with you. But if you're cynical and miserable, no one wants to work with you. So again, it's a matter of seeing the world as the glass as either half empty or half full. I always see it as half full, and I can fill it up. So, you know, people thought I was crazy when I articulated a vision that together with solidarity, we can end poverty in our country in 21 years, from 2003 to 2024. Now people say, I'm not so crazy anymore, because the head of the top university said it can be done. The head of Shell said it can be done. The head of Hyundai said it can be done. So that, again, that's about solidarity. You know, because now we realize that we have the power in us to really change the world by changing ourselves first. And for us to change our community, to change our country, but you take on a positive spirit. That's why the 2 top newspapers in the country chose me as the Filipino of the Year for being a radical optimist. But if everyone is a sourpuss around you, you know, if they want to be miserable, that's their problem. I just want people around me to be happy. Merci. C'est intéressant parce que je crois que le modèle français devrait s'inspirer aussi de ça, parce que quand il intervient dans un bidonville, c'est-à-dire qu'il n'apporte pas seulement de l'aide, il crée aussi du lien social, il crée des liens entre les gens, ils font en sorte qu'ils vivent bien et heureux entre eux. Alors, et pas seulement matériellement, c'est ça qui est important. Et peut-être qu'on devrait s'inspirer de ça, parce que nous, on arrive souvent sur les terrains comme ça, avec nos ONG, nos 4x4, nos méthodes, nos machins, et on se préoccupe peut-être assez peu de la culture, du lien social, voilà. Mais ça implique du temps aussi, ça implique de ne pas avoir de... Ça implique une approche qui soit une approche qui responsabilise ceux qui sont sur le terrain. Oui, prendre le temps de les former. On a une véritable... Enfin, moi, j'ai fait un certain nombre de bidonvilles, particulièrement en Inde, avec nos boutiques de commerce équitable. Lorsque vous créez une activité, que l'activité permet d'envoyer les enfants à l'école, que sur place, vous formez les gens pour fabriquer des objets que vous importez et que vous vendez, vous créez du lien social. C'est-à-dire que, effectivement, l'idée, dans un premier temps, c'est de faire en sorte
que dans le bidonville en question, tout le monde puisse envoyer les enfants à l'école, parce qu'évidemment, ce sont eux qui sortiront du bidonville, mais aussi permettre que la solidarité dans le bidonville permette de créer, d'avoir des revenus. Et ça, c'est du lien social plutôt que de distribuer des sacs de riz, même si, à certains moments, la distribution de sacs de riz, évidemment, est extrêmement utile. Mais je crois que imaginer que les pauvres sont capables de créer de la richesse, c'est un premier sujet. Younous l'a démontré au Bangladesh. Les taux de retour sur le microcrédit aujourd'hui, le revenu, le retour sur les emprunts est supérieur aux banques classiques. C'est-à-dire que lorsqu'on prête de l'argent à des gens en grande pauvreté pour créer de l'activité, ils rendent cet argent. Ce sont évidemment souvent des femmes de par le monde, c'est comme ça, mais l'argent revient. Donc il y a l'idée que tout le monde peut être utile à son contemporain. Ça, c'est vraiment un sujet majeur. C'est juste permettre aux gens de retrouver une utilité sociale et une dignité. Question, mademoiselle. Un petit peu, si vous voulez par bien rapport vous présenter, s'il Oui, vous plaît, pardon, en quelques excusez-moi. mots. Lucie Argeliès, donc à l'EDEC, et je travaille au groupe La Poste, en RSE. Je voulais savoir... École de commerce à Lille, hein, c'est ça? Voilà, École de commerce à Lille. Paris et Nice. Je voulais savoir un petit peu, quand j'ai entendu l'importance des valeurs chez les jeunes, je souhaitais savoir comment vous pensiez que le système éducatif peut aider à créer des jeunes qui soient plus responsables et qui aussi aient moins peur d'entreprendre, puisque beaucoup de jeunes sont en recherche d'emplois qui donnent du sens, mais très peu osent sauter le pas et créer leurs propres entreprises. Quel changement dans le système éducatif vous penserez serait bénéfique à ça? Well, I've met really outstanding young people with values. First, with the Aid Mondial group, they went to a remote place and started to really help with the school, with the education system. It's the value of caring and sharing. And it was not comfortable because they're used to comfort here, coming from a first world setting. But I also met people from Make Sense that want to help people really succeed in whatever social enterprise they have. Then yesterday I was with the French founder of ISEC, and they have sent, and we have also received interns coming from ISEC. So when we talk about values, I see a lot of values in young people that I did not see in my own generation. And so I have such great faith in young people that I believe that they will be learning from our mistakes and that they will be creating a world that is much better than the world that they will receive from us. So I guess these are brilliant young people, and they will not let this planet go to waste. And so I want to work with them because not only they make me feel young, but because they just have so much honesty and so much integrity and so much idealism. Now, I hope that when they get into their own careers, that will also have the courage to choose the right path, because then they can get sucked into a system that will compromise their values, and they will lose also their energy to really do good. Jean-Marc. Oui, en un mot, simplement sur la partie entreprendre, je crois qu'il faut débarrasser vos cerveaux de l'idée qu'échouer, c'est grave. Pour entreprendre, il faut accepter de se lancer, accepter de se planter, accepter de commettre des erreurs. Dans d'autres civilisations en ce qui concerne le business, comme les États-Unis, avoir planté une ou deux boîtes, c'est plutôt bon signe. Ça prouve que quelqu'un a essayé, que les erreurs qu'il a commises, il ne les recommettra pas. Donc nous sommes dans un univers qui a du mal à accepter l'idée de se planter. La plupart je crois que 70% des patrons de PME sont des autodidactes, et c'est assez souvent le cas chez les entrepreneurs sociaux. Et ce qu'on dit souvent entre nous, c'est qu'on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Si on avait étudié sereinement avec les business plans qui vous caractérisent les uns et les autres, les dossiers que nous avons lancés, on ne l'aurait jamais fait parce que ça ne fonctionne pas. Donc, à un moment donné, accepter de se lancer, accepter de se tromper, et puis recommencer, c'est aussi le meilleur moyen d'entreprendre. Et ça, c'est un vrai sujet dans notre pays, entreprendre, quel que soit le sujet, entrepreneuriat social ou pas,
à un moment donné, et on réfléchit 2 minutes, mais on se lance. Et si on se trompe, c'est pas très grave, on se relève et on continue. Et ça permet d'entreprendre. Monsieur. Oui, bonjour, ça marche. Oui, bonjour, je viens du Canada, je m'appelle Alexandre Penn, je suis étudiant. Au Canada, justement, le gouvernement c'est le gouvernement qui met le moins d'argent dans l'écologie, qui vient de couper dans tous les programmes écologiques, dans tous les programmes d'économie sociale, etc. Donc on doit être un des pires gouvernements du G8 au niveau économie sociale et économie écologique ou quoi que ce soit au niveau de l'écologie et du social. Et justement, on est un des pays qui s'en est mieux sorti pendant la crise. Donc est-ce que l'économie sociale, c'est quelque chose de bien à long terme et au contraire, à court terme, ça ralentit une certaine idée de l'économie, justement pour sortir de la crise ou quelque chose comme ça. Comme par exemple en France, je ne suis pas sûr, mais vous avez le gouvernement donne beaucoup à l'économie sociale. C'est pas beaucoup, mais je ne sais pas comment... On nous a donné un ministre, c'est pas mal. Ouais, non, mais le gouvernement a quand même un certain pourcentage de son budget qui est accordé à l'aide sociale, une certaine partie aux entreprises qui aident sociale, alors que chez nous, c'est très différent. Et est-ce que justement cette idée peut permettre d'éviter ou plutôt sortir de la crise par rapport à ça? Je sais pas si... Excusez-moi de ma question. Si, enfin, pour être bref, l'économie sociale, elle a été strictement contracyclique depuis ces dernières années. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où un certain nombre de banques classiques se cassaient la gueule, les banques de l'économie sociale allaient plutôt bien, à quelques exceptions près pour ceux qui ont singé l'économie libérale, et je ne les citerai pas puisqu'il reste nos banquiers. Donc l'économie sociale a été plutôt contracyclique. La question c'est quel est l'indicateur de sortie de crise? Si c'est la capitalisation des dividendes distribués, très objectivement, l'économie sociale n'est pas une bonne affaire. S'il s'agit de faire passer l'ensemble d'une population dans des conditions convenables à l'année qui suit, je pense que nous sommes mieux armés. Donc l'objectif, enfin, selon le paramètre qu'on mesure, évidemment qu'on n'a pas les mêmes résultats. Moi, je considère que l'économie sociale, elle a pour objet de prendre en charge l'ensemble de la population, y compris les plus pauvres. Pour les pays qui sont en forte progression, on observe que la richesse du pays augmente, dans un certain nombre de cas, la différence entre les très pauvres et les très riches. Donc si l'avancée on a longtemps cru que lorsqu'un pays se développait, il y aurait moins de pauvres. En réalité, dans un certain nombre de pays, le pays est en développement, mais il y a toujours autant de pauvres, voire plus, parce que la richesse est concentrée dans quelques oligarques, pour ne pas citer trop le pays précisément. Donc le sujet, c'est qui veut-on emmener avec l'économie? Évidemment, si on essaie d'emmener toute la population, ça va un peu moins vite que si on se réfère aux dividendes distribués. Mais c'est le projet politique, au bon sens du terme, de l'économie sociale, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population continue à avancer malgré les périodes difficiles. Et l'autre sujet, c'est aussi est-ce que l'État peut continuer justement d'assurer, comme un peu en Europe, c'est l'État qui assure les fonctions essentielles en matière de solidarité, en fait. Oui, et il y a beaucoup de pays dans lesquels, c'est le cas effectivement du Canada, mais aussi des États-Unis. Ce ne sont pas des modèles impeccables à tous les niveaux, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une organisation sociale qui fait que la générosité est soulignée et encouragée. Alors, et elle est très forte, elle peut être très forte. Sauf que les États-Unis, pour ne prendre que celui-là, il y a 2 personnes au cabinet d'Obama que j'ai rencontrées à Washington sur le social business. Donc, ils sont là pour développer des modèles d'entrepreneuriat social au cabinet du président Obama. Donc, c'est pris tout à fait au sérieux. La semaine prochaine, je vais au Luxembourg déjeuner avec le ministre de l'économie sociale. Donc, ça paraît là aussi, j'essaie de vous donner des exemples éclairants. Donc, ce sujet est parfaitement mondial. Les modèles qui consistaient à redistribuer sans mesurer l'efficience des subventions publiques, comme, j'allais dire, on donne à la messe, mais c'est quelque chose comme ça, par charité, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir un dispositif qui soit efficient,
et qui crée de la richesse. On ne peut pas se contenter de consommer de la richesse. Donc la question, c'est bien d'attaquer le modèle économique pour faire en sorte, et j'y crois beaucoup, je crois beaucoup à l'entreprise, je crois qu'un certain nombre d'entreprises ont modifié leur logiciel interne pour devenir des entreprises incluantes. Donc, il faut modifier le logiciel pour faire en sorte que nos sociétés développées cessent d'exclure en permanence ceux qui sont les plus fragiles. Donc ça, c'est un sujet qui est éminemment politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mesurer, qu'il ne faut pas être efficace, qu'il ne faut pas être économe, qu'il ne faut pas créer de la richesse, mais le sujet, c'est quand même d'inverser la machine à exclure qui a été notre économie pendant ces dernières années, même si par ailleurs elle redistribuait par souci de prendre en charge les plus pauvres. Aujourd'hui, elle n'a plus les moyens. Antonio. Well, it's very difficult for the population who have known so much development, luxury, have had so much, who are considered first world, you know, and in a world that is transitioning with the emerging economies, and your GDPs are flat, you know, it's very difficult to talk about solidarity. But look at what's happening now. Your prime minister is visiting the Philippines. This is the first time that it has ever happened, because no head of state ever visited a poor third world country like the Philippines. Something good must be happening in our country that your prime minister will be coming to us. And I expect Obama, if he wins, to also visit us. Because it seems now, with the flow of capital now to Asia, then there's a lot of interest now for European companies and for heads of states to also see opportunities that they have neglected, because they've always seen us as just a source of raw materials, but they never saw us as people that they could be friends with. So there was no solidarity, but now I'm seeing, that's why I'm saying now, I would rather have these young French people come to my country than your prime minister, because I feel that they will be here for a long-term objective, and that is to build solidarity with us, to see the Philippines no longer as a third world country with second-class citizens, but people who are equal in worth and dignity, because that's what France is about: solidarity, fraternity, social justice. So anyway, I'm really speaking that maybe something good is happening in my country. And that's why I'm happy that more and more French young people are coming to us. Mademoiselle, si vous voulez bien vous présenter. Je suis Valérie Daher, directrice du développement de la Fondation de France. J'ai une question pour Monsieur Morello et peut-être aussi pour vous, Bernard de la Villardière. On parle beaucoup en fait de place de l'intérêt privé ou de l'initiative privée dans l'intérêt général. Vous l'avez dit, notre gouvernement a créé un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire. Dans l'économie sociale et solidaire, on a un grand nombre d'associations, de fondations, 5 millions de salariés qui sont régulièrement menacés en fait par des remises en cause de la fiscalité sur le mécénat ou sur les dons. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, ne faudrait-il pas en fait ouvrir un grand débat social sur quelle est la place réservée à l'initiative privée au sein de l'intérêt général? Qu'est-ce qui est du rôle du gouvernement? Qu'est-ce qui doit être aujourd'hui poussé par des individus, par des philanthropes, par des mécènes, par des grands fondateurs? Et du coup, quelle est la place du gouvernement pour pouvoir pousser à ces intérêts privés dans l'intérêt général? La Fondation de France me paraît la mieux placée pour ouvrir ce grand débat, donc nous y participerons avec joie. Et évidemment qu'il faut se poser ce type de questions. Je crois que la solidarité ne peut plus être simplement publique ou simplement privée. Compte tenu des enjeux qui sont face à nous, et il faut absolument que nous puissions co-construire. Et quand on dit co-construire, ça veut dire grandes entreprises privées, ça veut dire pouvoir public, et ça veut dire notre univers de l'économie sociale et solidaire. Et co-construire, c'est pas aller le soir dans la fondation d'une grande entreprise pour obtenir une subvention qu'on va dépenser parce qu'on sait le faire et qu'on est une association vertueuse. Ça veut dire identifier des sujets sur lesquels les grandes entreprises, les ONG et les pouvoirs publics peuvent se mettre d'accord. Dans ce pays, un dispositif d'insertion qui s'appelle les entreprises d'insertion. La taille moyenne d'une entreprise d'insertion, c'est 7 salariés.
Alors le groupe SOS en a quelques-unes avec un nombre plus important de salariés, mais si on travaille avec des grandes entreprises et on le fait sur des clauses d'insertion avec les pouvoirs publics, dans les appels d'offres publics, avec les directeurs d'achat des grandes entreprises sur la possibilité d'avoir des clauses sociales dans les appels d'offres des grandes entreprises, c'est ce mouvement qui permet d'avancer. Je crois que personne ne peut plus prétendre avoir la solution seul parce qu'on est public, parce qu'on est privé ou parce qu'on est associatif, face aux enjeux qui sont face à nous. Ce qu'il faut apprendre à faire, et ce n'est pas si simple que ça, c'est apprendre à travailler ensemble avec des logiques de PME, de grands groupes, associatifs et de pouvoirs publics, départements, régions ou communes. Mais je pense que le sujet, il est dans cette capacité à travailler ensemble. Aucun des trois ne parviendra à réussir tout seul, donc bienvenue au grand débat, nous participerons avec plaisir. Jeune homme. Bonjour à tous, je m'appelle Simon, je fais partie d'Aide Mondiale également et j'étais aux Philippines avec Tito Tony en fait, pendant 4 mois en stage humanitaire et je me suis rendu compte que on pouvait changer les choses, on pouvait changer le monde. Alors racontez-nous peut-être un peu votre expérience justement avant de poser votre question. Avec la participation de l'ISC et d'Aide Mondiale, on a pu construire une école en fait, dans un village très pauvre dans le sud des Philippines. Alors qu'est-ce qui vous a frappé? Parce que j'imagine que c'était votre première expérience c'était la première fois qu'on part aussi loin, aussi longtemps. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, à titre personnel? Racontez-moi. La culture est totalement différente et on se rend compte que les gens qui ont le moins donnent le plus. C'est un petit peu ce qu'on oublie en France. Et je voulais savoir si, parce que moi ça me dérangerait vraiment pas d'aller vivre là-bas, d'entreprendre quelque chose, mais je voulais savoir comment fait-on pour subvenir à ses besoins, comment fait-on, parce qu'il n'y a pas que la passion, il faut aussi qu'on puisse vivre notre vie. Est-ce que vous avez jamais eu envie d'arrêter, sachant que même s'il y a la passion, est-ce que vous avez toujours eu cette fibre, en fait, toujours eu envie de faire ce que vous aimez en fait? Comment vous avez pu toujours continuer sans vouloir arrêter en fait? Comment concilier idéalisme et niveau de vie? Moi, j'ai fait ce que j'ai fait uniquement par plaisir, hein, pas pour sauver le monde. C'est parce que j'ai pris du plaisir et quand j'ai pris moins de plaisir, j'ai changé. Donc les choses, si il peut y avoir une incidence positive sur le reste de la planète, tant mieux. Mais alors surtout qu'on n'imagine pas que j'ai sacrifié quoi que ce soit de ma vie au profit de je ne sais trop quoi. J'ai juste, avec le temps, eu envie de faire des choses différentes sans jamais s'oublier. Je crois que, et nous sommes, me semble-t-il, assez différents l'un et l'autre. Moi, je suis issu du syndicalisme, voilà, de mouvement social, voilà. Et j'ai considéré dans ce chemin-là, je le considère toujours d'ailleurs, que je le faisais parce que j'y prends du plaisir, parce que ce qui était important n'était plus ce qui me paraissait important à 30 ans. Je pensais que c'était très important d'avoir une immense voiture et de passer ses vacances à une presqu'île de la Méditerranée, assez connue. Aujourd'hui, lorsque je suis invité à Saint-Tropez, j'y vais pas parce que ça m'emmerde. Donc j'étais ravi d'être dans cette villa à cette époque-là. Aujourd'hui, j'ai envie d'autres choses. J'étais ravi d'être éducateur quand j'avais 19 ans. J'ai été ravi d'être conseiller technique en 81. Depuis, on m'a reproposé un certain nombre de fois des fonctions du même genre. Jamais de ma vie, je ne redeviendrai attaché ou chef de cabinet d'un ministre quelconque. Donc, je crois qu'on avance dans sa vie et on fait des choses parce que simplement ses propres valeurs évoluent. Et surtout, ne vous oubliez pas. Surtout, prenez du plaisir. Surtout, réalisez vos rêves. Si votre rêve immédiat, c'est de rouler en Ferrari à Saint-Tropez, commencez par la Ferrari à Saint-Tropez, vous verrez bien que vous en aurez marre, d'autant plus que vous n'irez pas plus vite qu'en vélo. Donc très vite, vous verrez que la Ferrari n'est pas très utile pour se déplacer à Saint-Tropez et que si vous faites du vélo, il vaut mieux aller en faire ailleurs parce qu'on passe sa vie dans les pots d'échappement. Donc tout ça n'a pas d'intérêt. Allez jusqu'au bout de vos envies, de votre plaisir et essayez de réfléchir à ce qui vous fait vraiment plaisir. Avoir une maison avec 18 chambres d'amis dans lesquelles personne ne vient jamais parce que vous n'avez pas d'amis, c'est pas non plus idéal. Alors construisez la maison, faites les chambres d'amis, et puis si personne ne vient au bout d'un temps, vous direz qu'il vaut mieux avoir une baraque à la campagne avec plein de copains tous les week-ends. Donc
Il ne s'agit pas, surtout pas, de s'oublier, de s'abandonner, de souffrir, de je ne sais trop quoi. C'est extrêmement joyeux. D'ailleurs, ce que vous en dites aujourd'hui, c'est joyeux. On le fait parce qu'on a du plaisir à le faire. On est très différents, mais on pourrait demain travailler ensemble. Moi, je pourrais repartir avec vous aux Philippines demain matin. Quand j'entends monsieur, ça me donne envie de partir aux Philippines. On va faire un truc ensemble, je crois. On va se parler. Et n'oubliez pas Saint-Tropez, parce qu'avec la nouvelle fiscalité, ils vont peut-être avoir besoin de vous. Ça risque de redevenir très authentique. Ça peut devenir un asile de pauvreté aussi. Hein. Thank you. Thank you. I just want to, well, I'd like to invite you to come to the Philippines tomorrow and discover what these young people from Aid Mondial discovered. One is that their trip to build that school, was the best. Just told the people in my country that the French are really good people, that the French are caring people. But at the same time, they discovered also something that will change their life forever. They realized that even poor people can be happy, happier than them. They have known so much, in their poverty, they're able to share what little they had, so that the poor can be generous, and people who have known so much pain can be happy. But people who have so much are always complaining that they don't have enough. So anyway, for them, I think what they had was they discovered that they have the power to really change the world by changing themselves first. Now, this is just my advice before, because I've talked so much. But the thing here is this. Young people should have not just ambition, but a vision, a dream, that they can really make a difference in the world. So the most important thing for you young people is never allow your dream to die. But have the courage to build that dream. And never give up, never give up. If you give up on your dream, then you will not be a good husband, you will not be a good father, you will not be a good human being. Never give up on your dream. So have a vision, have a dream, have the courage to build a dream, and never give up on that dream. Don't give up. Par ailleurs, Don't Give Up, c'est une excellente chanson de Peter Gabriel. Très belle chanson. Voilà, on a terminé sur un ton un peu philosophique. Est-ce qu'il faut beaucoup avoir pour être, à méditer. Et merci à vous tous d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas, enquête exclusive ce soir à 22h45 sur M6. Très beau film sur le Mali.